Bonjour à tous, on est dans le Nord à Cambrai chez Honda Bonduelle Motorsport. On dit souvent que les gens du Nord sont très accueillants, vous allez voir que ce n'est pas une légende. On va parler partage, on va parler passion, on va parler transmission de savoir, le tout matiné de compétition et plein d'autres surprises, suivez-moi. Salut Nicolas. Mickaël, ça va? Ça va et toi? Ça va, comme on dit chez nous dans le Schnorr. Ah, dans le Schnorr, on est dans le Nord là. Eh ben oui, on est à Cambrai. À Cambrai, ouais. Super. Ville de la bêtise. Mais c'est comme ça. Bon alors, t'as pas fait de bêtises en ouvrant cette concession Honda? Bah écoute, non, parce que elle tient bon, donc c'est bon. Ça fait combien de temps que tu es concessionnaire? Eh ben en fait, on a repris la concession en février 2001 à Jean Cany, donc à l'époque, qui était là déjà depuis beaucoup d'années. Jean, c'était un ami de longue date. Moi, je me souviens d'être venu dans sa concession tout petit, flâner entre les motos, comme ça le passionnait de gamin. Et puis on se devait, enfin moi il me paraissait normal qu'on essaie de reprendre cette concession qui était un peu en fin de carrière. On a eu la chance d'avoir des partenaires qui nous ont fait confiance dès le début. Tu fais Honda, tu fais Daffy aussi, c'est ça? Alors on fait Daffy depuis quelques années parce qu'on était arrivé dans les années compliquées où être monomarque c'était tendu et il fallait réagir. Moi je suis quelqu'un, je reste un compétiteur, donc quand ça s'enraye il faut trouver des solutions, il faut arrêter de se plaindre, il faut trouver du ressort. Daffy nous a reçus dans le réseau en tant que Daffy Speed, donc c'est le Daffy des pauvres, j'ai trouvé ça dire. Non mais des petites villes. De petites structures, voilà. quoi, pour les petits magasins comme nous, la carte carte Daffy Speed c'est une carte qui est vraiment sympa, qui permet d'aider entre guillemets les choses pour mieux négocier les achats. Cette puissance de feu de Daffy. Exactement. Voilà. Tous les produits, une gamme large de produits, mais tout en est restant. Nous ça a sauvé la structure. Hein. Honnêtement, sans filtre, si on n'avait pas eu ça, je pense qu'on serait plus là aujourd'hui. Je serais pas en train de te parler. Donc c'est tout. C'était pas, c'est pas forcément un échec personnel. C'était devenu comme ça. C'était compliqué. Des difficiles. Voilà. En fait, la vie de la moto, c'est des vagues et voilà. Et alors, je vois qu'il y a des Sherco là. C'est aussi ton goût du tout-terrain et de l'apprentissage aussi de passer le relais. Sherco à la base, c'est pour moi très simple. En fait, on a eu chez Honda, ils ont arrêté d'importer de la 50 cm3 pour les ados. Et dans ma tête de jeunes passionnés qui avaient reçu beaucoup de conseils de gens plus importants que moi, plus grands, je ne pouvais pas passer à côté de cette page. Alors, je vois des motos de tout-terrain. C'est aussi ton goût d'aider et de mettre le guidon entre les mains, faire les premiers tours de roue. Je crois que tu as créé une sorte de petit ranch un peu à la Valentino Rossi. On a été jaloux de ce que faisaient Rossi et les Amerloc à l'époque. Donc on a monté effectivement une structure qui s'appelle Récréa à Bonde. Récréa à Bonde. Voilà, c'est la récréation des bonduels. Pour aller faire les andouilles sur un circuit et surtout en fait donner le goût aux gens d'être au-delà de la limite d'une moto en toute sécurité. Oui, parce qu'on n'est pas vite. Ah non, c'est un terrain en fait en herbe. Bon, il n'y a plus d'herbe maintenant, hein, mais on a fait un vrai circuit de vitesse avec des motos équipées de pneus route à l'arrière et un pneu cross à l'avant. On a des 70, des 90, des 100, des 125. Et en fait, on fait ça le samedi matin. En fait, c'est de la location de véhicules, moi, que je fais principalement. Et c'est un défouloir pour les gens, mais ça permet d'amener un peu de sécurité routière, quoi. Donc ça, c'est sympa. Puis un petit peu d'initiation. Là, on voit quelques images où tu es sur un XR 100. C'est des XR 100, voilà. Où moi, je m'entraîne beaucoup. Mon fils aussi, parce que tu as une jeune fille devant là et tu lui apprends à rouler là. C'est un de tes clients qui a fait la vidéo. Une petite stagiaire qui est venue la semaine dernière, c'est tout frais en fait en plus. Et en fait cette façon pour moi d'aller vers les gens, de trouver des solutions diverses et variées, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça me fait du bien. J'en ai besoin en fait. Et ben alors on va se faire du bien puisqu'on va aller dans ton atelier chez toi, continuer à parler compétition. Mais pour l'instant, au 24 heures du Mans, qui était il n'y a pas si longtemps, Honda a brillé, il n'a pas gagné. Mais ils ont fait une très belle course. C'est l'endurance, c'est pas facile. C'est aussi une épreuve de partage. Je suis passé par là, c'est pas évident. On regarde tout de suite des images des derniers 24 heures du Mans.
Bon, et ben nous voilà à la maison. Alors, on est arrivé chez toi là. Ouais, Jolie ferme typique, hein, en briques. ouais, c'est comme dans le Nord. C'est top. Les briques rouges. Les briques rouges. Et ouais, c'est comme ça. Et derrière les C'est les briques. gens du Nord. Et derrière les briques se cachent des choses. Ah ouais. Mais on dirait une moto 2, ça, non? Et ben c'en est une. Ouais. Waouh. Ça c'est le dernier achat entre guillemets. On a, on a toujours eu des machines de course dans la boutique entre guillemets, par le magasin, parce que c'est des finances quand même Ouais. un peu importantes. Puis c'est aussi une image pour la boutique. Moi j'en ai besoin, c'est de partager ça avec les gens. Rester en compétition, puis alors là, pas n'importe quoi, parce que c'est une Suter. Et je suis super content parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps de retrouver une Moto 2. Ah, une moto 2, alors. On donc, l'a fait rouler 2 fois. Ouais. déjà là. Ouais, on l'a fait rouler 2 fois. La Elle a première roulé en fois- Grand Prix quelle année celle-là? Alors, en fait, elle a roulé en championnat du monde avec Kenan Sofoglou en 2011. Génial. Elle a fait 9 en championnat du monde et je crois qu'il avait fait 2 à Assen, sans dire de bêtises. D'accord. Elle venait du CIP, en fait. Voilà. Ok. Alors là, tu retrouves le moteur Honda. Alors, je retrouve le moteur Honda avec toutes les pièces parce que j'en cherchais une, vu que je suis compliqué, j'en cherchais une avec toutes les pièces de Grand Prix au niveau mécanique moteur. Là, c'est le cas, donc on est très content. C'est compliqué à mettre au point, mais on s'y a faire. Tu vois, ça, c'est toutes des bagues de colonnes de direction. Ah oui. Donc tu fais ce que tu veux, tu essaies de trouver les bonnes, Ah oui, tu le peux bras tout aussi, régler, la tu géométrie. peux tout régler. Mais Et c'est toi ce que qui je aimes voulais. ça, tu aimes ça. Moi je le réglage. retrouve là-dessus vraiment une moto de compétition très délicate à régler, à 2 crans de détente près, la compression, le rebond, les pressions des pneus, tout est super compliqué. Oui, parce qu'il faut dire quand même, quand on arrive à parler de réglage comme ça, c'est que tu as un grand parcours en compétition. Ouais, Hein en fait, alors ce que. On va reprendre un petit peu pour les spectateurs, savoir un peu toi d'où tu viens, parce qu'on parle compétition, mais quel est ton parcours quand même? T'as Alors moi démarré quand j'ai un parcours un peu atypique parce qu'à la base je suis fils de libraire, donc Ouais. j'embrasse les parents, ma mère est plus là, mais voilà. Et puis en fait j'ai des parents qui ont compris très tôt que il fallait que je fasse de la compétition, donc j'ai commencé en bicross, j'avais 11 ans. Ah, les big Après, cross. je suis parti faire des courses de mob en régional, ça s'est très bien passé aussi. Et en fait, justement, dans les gens qui organisaient ces courses, il y a des gens qui ont chopé mes parents en disant faudrait pas qu'ils s'enterrent là-dedans parce qu'il va quand même pas mal du tout, faudrait essayer de faire de la course de moto. Donc on est parti pour faire une année de championnat de France en Coupe TZR. D'accord. Deuxième course de ma vie, je fais 3 derrière un certain Régis Laconi qui Ah gagne ouais. la course. Régis, qu'on salue. Ah hein, voilà, super. bonjour Régis. Quand même. Et non, en fait, j'ai eu une chance dingue, c'est d'arriver en compétition dans les années où on pouvait encore faire de belles choses sans gros moyens, parce que c'était nos cas, hein. On avait quand même pas une grande finance. Mes parents m'avaient donné 3 ans pour faire quelque chose, en fait. D'accord. Donc moi, j'ai arrêté suite à ça l'école très tôt, parce que pour moi, l'argent ne tombait pas du ciel, donc il fallait que je travaille. Et en fait, 3 mois, j'ai juste passé un CAP-BP, j'ai bossé, j'ai étiqueté des endives, on a fait tous les boulots du monde pour trouver de l'argent, 3 mois après avoir arrêté l'école, pour trouver des finances pour aller courir tout l'été. Donc c'est pas de cigarettes, pas de boîte de nuit, enfin j'avais une vie Ouais, c'était pas monacale, hein, mais c'était pour la moto, la compétition, bah, un objectif. c'est un c'est une grosse partie de ma vie. Moi, j'essaie aujourd'hui de ressortir tout ce que j'ai eu la chance que l'on me donne avant. En fait, c'est très con, mais moi, j'ai vécu des années en compétition avec des gens formidables qui m'ont appris plein de trucs. On devient un bon pilote si on sait écouter les gens, si on sait se reposer les bonnes questions et si on comprend les choses. Les gens pensent qu'un pilote de vitesse est un mec un peu énervé ou fou. Non, on est quand même des gens réfléchis, sinon on se fait mal. Il y a des béquilles au plafond, elles ont servi, elles serviront peut-être encore, mais on fait pas du tricot, hein, faut pas dire de bêtises. Non, mais ça demande de la réflexion. ça Et demande si de on la veut aller réflexion. très vite, c'est pas à l'énergie, Voilà. c'est aussi avec la tête. Alors si on veut aller très vite, il n'y a pas 25 solutions, ou on est entouré de bonnes personnes. Moi, en ce qui me concerne, donc j'ai rencontré une personne extraordinaire qui s'appelle Christian Dubuisson. Et en fait, Christian, je l'ai rencontré par le mec qui m'a fait courir en mob, qui trouvait que j'étais pas mauvais. Donc l'année de Coupiam, en fait, Christian m'observait sans que je sois au courant du tout. Et il m'a proposé fin 92 d'aller rouler en championnat TTF1 en superbike anglais Ah oui, carrément, en championnat sortant anglais. de Coupiam. C'est-à-dire que tu quittes une meule qui prend 160, on te Ouais. file une meule de superbike, des pneus slick. Moi j'avais 17 ans, enfin C'est j'avais un pari, 18 hein, ans. quand même, hein. Ah bah attends, j'avais pas le permis. J'étais jamais monté de ma vie sur un 750. Les slicks, je ne connaissais pas. Tu arrives sur un circuit, tu prends la feuille des temps, malheureusement les 3 quarts des mecs tu les connais. C'est Ron Aslam, Stevie Slope, 8am, D'accord. enfin que du beau linge. Ah ouais, Là-dessus il revient avec son fauteuil et il dit, il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas d'essai libre. J'avais 2 fois 20 minutes pour me démerder, tout apprendre en partant de zéro.
Et à ma grande surprise, j'ai fait le 24e temps. J'ai réussi à me qualifier. Et j'ai mis 5 ans à travailler avec lui, en fait, à comprendre comment régler une moto de course. 5 ans, c'est ce qu'il m'a fallu comme temps. J'étais pas un pilote doué. Je me suis construit petit à petit. Il y a des pilotes qui vont très vite d'entrée de jeu. Il y a Rossi, par exemple. Bah, ça, c'est... Alors oui. Ouais. Alors, on parle de Rossi juste 30 secondes parce que j'ai retrouvé 10 ans après avoir fait cette compétition en championnat d'Europe à Carole, à Paris. Alors ça, c'est on est le 1er juillet 95. Ouais. Circuit Carole. Circuit Carole. Donc une manche de championnat d'Europe qui se passe en France. On va regarder, ouais. Alors en premier, on a Frédéric Petit. Voilà, qui était un Français qui faisait de l'Inter à l'époque. Ouais, qu'on connaît bien. Deuxième, avec le numéro 4 à l'époque, Valentino Rossi. Voilà. À Carole. Qui était déjà très très énervant. Et si on descend un petit peu dans la liste, on va voir qu'on a des noms que l'on connaît comme Éric Misera. Voilà, que je salue au passage. Ouais. Bertrand Sté, tout ça, c'est des pilotes, des top pilotes français. Hein. Des bons amis. Ouais. Nicolas Dussauge, pareil. Et juste avant Nicolas Dussauge, on a un certain Monsieur Bonduel qui a fait ce qu'il pouvait à l'époque. Voilà, donc il roule en même temps que Valentino Rossi en 95. Hein. Le monocylindre qui est derrière, donc on est en train de faire pour Tom pour qu'il roule cette année. Donc ton fils Tom qui roule avec lui, Tom, il va attaquer le championnat de France des monos cette année avec ça, j'aurais tendance à dire, parce qu'il reste encore un peu de boulot. En fait, c'est un châssis Harris. Donc voilà, ça c'est un châssis Harris avec tout l'arrière autoporteur en carbone. C'est des machines, sans dire de bêtises, je crois qu'il y en a 7 dans le monde. Ça fait pas des grosses quantités. Et ça, c'est des pages d'histoire qu'on ne peut pas laisser dormir. Moi, une moto de course, elle ne se regarde pas, elle roule. Il n'y a pas à chier. Et donc là, je suis content de transmettre à Tom en même temps la mécanique parce qu'il fait aussi le moteur avec moi. Je ne veux pas faire ça tout seul. J'estime qu'il faut aussi qu'il comprenne comment ça fonctionne, comme Christian me l'a appris avant en fait. On a cette filiation qui est sympa. Ça reste au cœur quand même de ta démarche personnelle et professionnelle, c'est de transmettre ce savoir que tu as acquis. C'est quand même de partager avec ton fils, avec tes clients, avec tes amis, avec les gens du club, pour moi, c'est en fait les VMC qu'on verra tout à l'heure. Le monde motard, les acteurs que vous verrez après, c'est exactement ça. C'est des gens que j'ai pris plaisir à rencontrer, c'est des échanges. La vie, pour moi, ce qui est important pour moi, c'est pas l'argent, je m'en fous, c'est les belles rencontres en fait. C'est trouver des gens qui vont nous faire comprendre des choses, nous faire évoluer. Alors en plus de la compétition, de ton travail de concessionnaire, tu es très actif dans le monde de la moto sur Cambrai, dans la région. Hein. Tu participes à des opérations avec des moto-écoles. On a pas mal d'auto-écoles partenaires sur Cambrai en fait, effectivement, surtout avec la gendarmerie aussi, parce qu'on fait des journées reprises de guidon. Nous, on a un gros noyau d'auto-école en tant que concessionnaire, parce que pour nous, c'est des clients importants, c'est des gens aussi à qui on doit amener du savoir par rapport à... moi, je suis toujours un peu choqué de voir des gens qui ne savent pas comment chuter en France quelque part, on leur apprend pas à replier les doigts, c'est des choses très cons que nous on fait en compétition, donc il y a quand même il manque des bouts dans certaines choses d'éducation en France dans le domaine de la moto. On a la gendarmerie effectivement qui est à côté, on a aussi Récréa Bond, donc une école à côté qu'on a montée pour apprendre à des gamins à rouler ou apprendre un peu de sécurité entre guillemets ou des pilotes adultes. Voilà. Et de toute façon, il faut même peut-être qu'on traîne pas trop parce que je suis en train de penser à ça, il y a le gendarme qui nous attend. On a un commandant de gendarmerie qui nous attend à la concession. Si on veut pas rouler trop vite, il faut qu'on y aille tout de suite. On file, on monte dans ton super tracteur là. Allez-y. Christian, c'est quelqu'un de formidablement talentueux, sûrement un des plus doués de sa génération. J'ai 21 ans, j'ai commencé la compétition l'année dernière par la Coupe Kawasaki. Et Christian, c'est un pilotage pur, hein, les trajectoires tirées au cordeau. Patrick Pons était le pilote qui t'a découvert. Il m'a jeté à la terre et il m'a dit ciao et je vais partir. J'ai été amené, je pense, la première moto d'endurance. En 80, je me suis pulvérisé le poignet. De toute façon, il est toujours compétiteur. On va faire du vélo, il prend l'assistance électronique et puis hop, il envoie la sauce. Christian, c'est quelqu'un qui repousse les limites jusqu'à être sûr de les avoir atteintes. Moi, je suis un miraculé, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bonjour lieutenant. Michael, bonjour. Lieutenant, aujourd'hui c'est pas la peine, on est entre motards. Damien, ça fera l'affaire. Ah bah merci, ça fait plaisir, voilà, c'est sympa. Alors Damien, tu es venu avec une Yamaha chez Honda Bonduel. Absolument. Voilà. Un 1300 FGR. 1300 FGR, bah, c'est la moto bien connue de la gendarmerie.
Tu es commandant du peloton de gendarmerie motorisée, ça à Cambrai. C'est ça, commandant du peloton motorisé de Cambrai. Voilà, absolument. Très bien. Et tu es venu voir Nicolas et nous voir aujourd'hui pour nous parler d'une formation, de la sensibilisation aux 2 roues pour les jeunes, c'est ça? C'est ça. En fait, avec la DDTM, c'est la direction départementale des territoires et de la mer, on met en place 2 fois par an une action un rallye moto, une reprise de guidon. D'accord. L'idée étant qu'après la période hivernale où la moto est quand même restée au garage pour une partie des pratiquants de la moto, de reprendre de bonnes bases et puis de reprendre la moto en toute sécurité avec des conseils techniques. Et à cette occasion, Nicolas Bonduel, en fait, c'est un partenaire tout à fait actif dans ce domaine. L'année dernière, il était déjà présent. Et il vient non seulement présenter du matériel de sécurité, je pense au gilet airbag, voilà. Au gilet airbag. Par choc, mais airbag. Je pense au gilet airbag et aux gants homologués, etc. Mais au-delà de ça, au-delà de présenter ce matériel, il a aussi une action où il présente la position adoptée en cas de chute. Alors en tant que gendarme, vous êtes des professionnels de la route avec une formation très poussée sur le maniement de la moto et sur tout ce que la sécurité peut représenter. Mais avoir un ancien compétiteur, un professionnel de la moto en tant que concessionnaire, c'est aussi pour vous quelque chose d'important et de complémentaire. C'est complémentaire parce qu'il amène une expérience qu'on n'a pas forcément en compétition et sur circuit. Et puis au-delà de ça, il amène aussi, il a une clientèle, il connaît un tas de motards et nous on essaye aussi de faire le lien entre le motard lambda, les motards en général et le milieu motocycliste gendarmerie et de s'ouvrir à ce milieu-là un peu plus et de permettre, ça permet aussi aux gens, au-delà de la technicité et de la sécurité autour de la moto, ça permet de découvrir le milieu gendarmique un peu différemment. D'accord. Et nous, il nous permet de faire ce lien. Tu vois. Et justement, quels sont les types de personnes qui viennent à ces stages? Est-ce que ce sont des jeunes, des débutants ou des personnes expérimentées qui n'ont pas conduit depuis longtemps? Nous, on aime avoir les jeunes permis. C'est-à-dire, bon, c'est peut-être les plus durs à toucher. Et c'est aussi grâce à Nicolas qu'on arrive à toucher ce type de public, puisque lui, tous les motards viennent chez lui pour... Oui, parce que c'est un vrai passionné, on sent qu'il attire du monde à lui et qu'il a envie de partager. Complètement. Donc les gens lui font confiance, quoi. Exactement. Mais bon, globalement, c'est quand même plus des gens avec une certaine expérience déjà de la route et une certaine sagesse. Quels sont les types d'exercices que vous proposez? Alors la journée se décompose en 2 parties. Une première partie qui est vraiment sur du pilotage, où on explique la trajectoire de sécurité telle qu'on nous l'apprend à Fontainebleau. On l'explique sur une quinzaine de minutes avec un petit diapo et ensuite on la met en application sur un circuit qui fait une centaine de kilomètres. D'accord, ah oui, il y a une vraie balade. Il y a une vraie balade. C'est un vrai moment convivial. D'accord. Donc encadré devant, derrière par des gendarmes. Par des gendarmes où voilà, après on la met en application et éventuellement on donne quelques petits conseils à ce moment-là pour rouler en toute sécurité. Quand on a fait ça le matin, par exemple, pour ceux qui vont faire le rallye le matin, la balade, l'après-midi, il y a 7 ateliers. Il y a 4 ateliers dynamiques qui sont des parcours lents. Il y a un atelier prévention routière avec un quiz, des questions de prévention routière, code de la route. Et puis ensuite, il y a 4 ateliers dynamiques. On a le freinage d'urgence. C'est important. On a le chicane blanche. On a des virages plutôt réguliers, un slalom entre des cônes alors tout ça, ça se fait en première vitesse. C'est une sorte de super plateau de permis. C'est ça. Voilà. Et puis on rappelle un petit peu ça. Exactement. On a un double alpha où, en fait, l'idée étant d'appréhender sa moto à faible vitesse en première, sans toucher à l'embrayage, sans toucher au frein. On voit souvent que dans les reprises de guidon, la gêne, elle est aussi à basse vitesse, dans des manœuvres à basse vitesse, évolution lente, où on a peur de perdre l'équilibre. Souvent. C'est exactement ça. L'idée, c'est de reprendre confiance en sa machine, sur la route. Donc au terme de cette journée du 5 mai, mais celle du 26 également sur la Bassée, donc celle du 5 mai à Connery. Oui. Après tous ces ateliers, après cette journée conviviale, on va faire gagner un gilet airbag. Qui sera un gilet airbag qui va être gagné à un des stagiaires, des participants. C'est ça. Alors ça c'est super, c'est une super initiative.
Et justement, on avait rencontré Alessandro de Medici au Salon de Lyon, qui est responsable de la communication de Denez et qui nous parle en détail de l'importance du DIR, leur système, leur technique de gilet airbag. Alors en général, ce qu'on a vu en faisant une recherche très importante au niveau européen et mondial est que dans l'esprit, dans la tête de nos consommateurs, des motocyclistes, le airbag il devient de plus en plus quelque chose qu'on considère être important et qu'on considère quasiment un must. C'est déjà aujourd'hui le troisième élément de choix pour acheter un produit de protection moto. Ça veut dire que de plus en plus, nous on imagine que ça sera un standard. Et je peux imaginer, pas immédiatement, que graduellement, vu que ça devient un standard et donc quelque chose de naturellement imaginé être dedans le produit, que ça puisse devenir aussi obligatoire. C'est une logique conséquence, même si à date, on ne voit pas, même certains types de protection ne sont pas obligatoires. La France fait une exception pour les gants par exemple. Donc il se peut que grâce à l'évolution de l'attention à la qualité de la protection et l'airbag qui est vraiment un élément qui change radicalement la donne en termes de protection, ça puisse devenir un standard comme ce l'est devenu dans les compétitions moto. Parce qu'à partir de 2018, en MotoGP, c'est obligatoire d'avoir l'airbag et c'est devenu maintenant dans toutes les compétitions moto. Donc on peut imaginer que même dans la vie quotidienne, les États peuvent dire pour garantir un niveau de protection supérieur comme on fait pour le casque depuis toujours, c'est quelque chose qui devient obligatoire. Je pense quand même qu'il faut encore un tout petit peu de temps. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. Pour notre rubrique Web Atelier, nous sommes avec Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. On va parler batterie, entretien de batterie et les différents types de batteries. Alors là, on est sur un VFR 800. 800 VTEC, oui. La batterie. Là, on a une batterie du type gel, sans entretien. D'accord. Qui est maintenant, on va dire, courante sur les nouveaux véhicules. D'accord. Comment on fait pour avoir toujours de quoi démarrer, suffisamment d'électricité fournie par la batterie pour lancer son moteur? Quels sont les conseils? Alors l'idéal, c'est toujours d'avoir une batterie sur un véhicule qui roule assez régulièrement, pour dire au moins un minimum 1000 fois par semaine. Ou autrement, si on n'a pas la capacité de pouvoir rouler, l'idéal, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un maintien de charge, ce qu'on met sur le véhicule, qu'on peut laisser en permanence branché, pour dire en fait, ça va faire le travail à la place de la moto, de rouler, de charger. Ça va la charger, ça va la décharger. Comme ça permet d'avoir toujours une charge optimale. Un appareil de maintien de charge ne se contente pas de charger, de maintenir une charge, mais comme tu l'expliquais, de faire baisser la tension et la remonter, parce que c'est ce système de décharge et de recharge qui fait vivre et durer la batterie. Voilà, c'est ce qui va permettre de désulfater la batterie en la déchargeant, en la rechargeant. C'est ce qui fait le travail de la moto en fait, à la place. Si on sait qu'on n'utilise pas sa moto pendant longtemps, il est intéressant de débrancher sa batterie. La débrancher, oui. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'une batterie, ce qui craint au niveau de la décharge, c'est la température. L'idéal, c'est de la débrancher et de la mettre dans un endroit chaud. Ah oui. Comme ça, son pire ennemi, c'est déjà l'inactivité, mais aussi la température. La température, le froid, c'est le froid, c'est ce qui est donc il faut mieux l'enlever et la mettre dans un endroit. Voilà. Et une fois qu'on sait qu'on va remettre en route, l'idéal, c'est de lui mettre une bonne charge pendant 1 heure, 1 heure et demie, avec un chargeur classique ou avec un chargeur d'entretien. Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir repartir tout de suite, quoi. Alors, tu parlais d'une batterie gel. Il y a eu différents types. J'ai posé ma tablette parce que tu nous as sorti différentes batteries. Alors, ça, c'était la batterie classique. La première batterie à acide qu'on remplissait et qu'on devait faire les niveaux à chaque fois. Voilà, par différents compartiments. Voilà. Et avec l'acide qu'on mettait à niveau. Voilà. Et on laissait sulfater, préparer la batterie. Voilà, tout à fait. C'est l'acide qui attaque les plaques de plomb, qui fait son travail d'électrolyse. Voilà, ça, c'était les batteries qu'on a connues. Après, il y a eu la batterie
Après, il y a eu la batterie à acide, mais à entretien, sans entretien, mais unique, c'est-à-dire qu'on la remplissait une fois pour toutes, et après, on ne fait plus de niveau. Il n'y a plus d'entretien particulier, il n'y a plus de faire de niveau, et ainsi de suite. Ouais. On referme pour une fois pour toutes. Voilà, tout à fait. Ouais. On est sur après la batterie gel. Batterie gel qui, elle, quand on la reçoit, est complètement fermée. Là, c'est plus un acide. L'avantage, c'est qu'on peut la mettre dans tous les sens, comparé aux anciennes qu'il fallait toujours la garder horizontale. Ouais. Comme ça, on peut lui donner des positions dans certains véhicules. Et on n'a plus de niveau, mais vraiment aucun entretien à faire. Là. Des différences de maintien de charge, de durée de vie entre ces trois batteries déjà? Dans ces trois batteries-là, non. Ça reste toujours la même. L'avantage de la première batterie, c'est qu'on pouvait remettre de l'eau déminéralisée pour lui donner un peu de punch, qu'on ne peut plus faire sur la batterie scellée et la batterie gel. Voilà, on peut effectivement mettre de l'eau déminéralisée, c'était plus de l'acide, mais ça redonnait un peu de punch. Voilà, ça redonnait le punch. Ça permettait de faire durer sa batterie. À la réaction chimique, ouais. Et alors là, on est sur des toutes petites batteries. Là, c'est vraiment les dernières, ce qu'on appelle les batteries Newton. Là, c'est des batteries lithium-ion. C'est les batteries nouvelle génération. En fait, là, c'est des plaques. C'est un circuit imprimé dedans. On vient recharger des compartiments. Mais un truc qu'il faut faire super attention, c'est à l'entretien, parce que c'est une batterie qui reste assez simple, mais il faut déjà un chargeur d'entretien qui soit vraiment adapté au véhicule. Mais alors, la condition qui est vraiment à prendre en compte, c'est la charge. Il ne faut pas que la charge dépasse les 15 volts, surtout. Parce que c'est une batterie, dès qu'on va lui mettre, on va dépasser les 15 volts, on va dépasser la capacité d'entretien de la batterie, et là, ça va faire surchauffer les éléments et elle va exploser complètement. Elle explose. Complètement, oui. La batterie explose. C'est une batterie 12 volts. Si on surcharge la batterie, voilà, alors c'est pas une petite explosion. Hein. Ah non, c'est vraiment une grosse explosion parce que, comment dire ça, en effet, on peut entendre la déflagration à 100 mètres. Ah ouais, donc c'est un vrai... Et on peut avoir des risques de surdité ou de blessures De blessures physiques, oui, si la batterie elle est près de votre visage. Oui. Donc, surtout ce qu'il ne faut pas faire avec ce type de batterie qu'on retrouve par exemple sur les nouvelles Africa Twin. Africa Twin, voilà, les nouvelles motos, donc les motos très récentes. Oui. Il ne faut surtout pas recharger. Et la moto ne démarre pas, on prend des pinces et on met ça sur une batterie de voiture. Voilà, surtout pas. Parce que dès qu'on va surcharger la batterie, c'est instantané, elle va quasiment exploser sur place. Ça, voilà, attention. Si la batterie est toute petite, attention. Voilà. Pareil, ne pas monter ça forcément sur les anciennes motos. Non, tous les véhicules qui ont un système de charge avec régulateur ancien modèle risquent d'avoir, si vous avez un problème de régulateur que la moto surcharge, là où on peut avoir le même problème de déflagration. Et du coup, elle peut exploser alors qu'on est assis sur la moto. Assis sur la moto en roulant, oui. En roulant. Très dangereux. Ouais. Attention, on utilise ce genre de batterie que sur les véhicules adaptés, pensés pour ce système-là. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Eh bien, ça, c'était un conseil précieux. Merci, Pascal. De rien. Nous voici de retour à la concession Honda avec Tom, que l'on retrouve, le fils de Nicolas. C'est ça. Tom. Bonjour. Alors Tom, c'est pas un diminutif de Thomas. Hein. Tom tout court, exactement. Tom tout court. Alors tu travailles avec papa depuis longtemps? Depuis septembre 2018, ouais. D'accord. Mais tu es salarié d'entreprise ou tu es en formation? Alors pas exactement, je suis en contrat d'alternance. En fait, donc moi je suis basé à l'IUT de Cambrai, en TC, technique de commercialisation. Et en fait, donc je viens ici pour faire mon alternance. Donc comme ça me permet de voir vraiment le monde professionnel avec le paternel qui va derrière, et puis comme ça je peux continuer à faire un petit peu mes échelons scolaires, les passer étape par étape, quoi. D'accord. Travailler dans la moto, c'est naturel quand on a un papa qui a fait la compétition et qui est devenu concessionnaire? Ah bah ça c'est certain, c'est certain. Quand j'avais déjà 4 ans, je courais derrière le camion quand il partait travailler ici. C'était... Non, si, c'est depuis tout petit déjà. T'as toujours baigné dedans? Ah bah oui. Hein, Alors tu roules aussi à moto, bien sûr. Tes premiers tours de roue à moto? Alors, premier tour de roue, c'était forcément, comme beaucoup de gamins de mon âge, dans le jardin, sur une 30 QR ou sur de choses, une 50 XR. Et après, là, je suis beaucoup plus orienté sur la piste, sur circuit. J'ai commencé le circuit quand j'avais l'âge de 11 ans. Et aujourd'hui, tu roules avec quelle machine? Alors, donc, j'ai eu ma CB 125R. Après, j'ai eu un 500 CB, un 125 Mito Cagiva avec un moteur de 650 XR. Ah ouais. Là, je faisais du circuit, voilà, ouais, un gros mono comme il fallait. Là, je faisais des compétitions avec. J'ai commencé en 2017. Donc ça se passait bien. Et alors là, septembre 2018, j'ai trouvé un 600 CBR, un peu tombé de nulle part, mais qui marche très bien. Ouais. Enfin, t'es au bon endroit pour rouler en 600 CBR. C'est ça. Mais après, bon, on n'est pas sectaire du tout. Mais là, c'était le coup du hasard et bien content de l'avoir. Elle marche vraiment bien. Ouais. Alors je vois que tu as une belle chemise Shark, puis je vois qu'il y a un joli casque ici.
Ouais. Alors, de quelqu'un qu'on connaît, que tout le monde connaît. C'est ça, donc là c'est le casque de Johann Zarco, mais c'est pas une réplica, c'est vraiment le casque de Johann Zarco. Alors, c'est un modèle contourné, mais c'est exactement lequel, avec lequel il roule, avec l'aileron à l'arrière, donc les visières, etc. Vraiment comme il faut, même les autocollants de sponsor. Et alors ça? Et ça, c'est la signature de Johann Zarco. Quand même, hein. Ouais. Sympa. Donc ça, c'est pas rien. Le casque de Johann Zarco, signé par Johann Zarco. Alors justement, on va aller retrouver Jérôme, avec qui tu travailles à la concession, et qui va nous parler de casque. Alors pour notre rubrique TechnoShop, on va parler casque avec Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour. Voilà, c'est le responsable accessoire chez Bonduelle Motorsport. Et tu vas nous donner les conseils pour bien choisir son casque, bien acheter son casque. Alors, pour bien choisir son casque, c'est très simple. En fait, il faut d'abord les essayer. Avant tout, c'est la première chose pour pouvoir voir un petit peu les morphologies entre les différents fabricants et la morphologie aussi de la personne. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes marques sur le marché et qu'il y a beaucoup de compositions différentes. Et il faut pouvoir toujours essayer le casque. En majorité, donc les casques, il faut que ce soit toujours bien serrant au niveau des joues. Et très serré ou pas trop serré, justement? Un bon maintien quand même, parce qu'il faut savoir que les mousses se détendent à la longue. C'est-à-dire après 6 mois de roulage ou 1 an, on veut dire que les mousses se détendent. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre quand même assez serrant quand même, pour savoir qu'on a un petit peu les joues un peu gonflées, entre guillemets. Sans se retrouver forcément comme ça dans son casque. Non, forcément, il faut pouvoir encore respirer quand on a le casque sur le visage. Et après, surtout aussi, c'est au niveau du serrage de la tête, c'est-à-dire bien prendre au niveau du casque, au niveau de la taille. Donc ça, c'est très important pour avoir un bon maintien, que le casque pose bien sur la tête et qu'il ne vous fasse pas de douleur, crée pas de douleur ou quoi que ce soit. Parce que sur un roulage un peu long, des fois, il y a des casques qui peuvent faire une barre serrée. Voilà. On croit qu'on est bien, mais il peut effectivement appuyer. On va retrouver un serrant dès le départ, ça on le ressent tout de suite en magasin, mais après sur la route, ça devient insupportable. Et là, forcément, c'est que c'est pas la bonne taille au niveau du casque. De la même façon, il est important de ne pas prendre un casque trop large en se disant tiens, je vais être plus confortable parce que il ne va plus assurer son rôle de sécurité s'il tourne. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est un élément de sécurité, donc c'est très très important qu'il soit bien serrant autour du visage, donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu quand même au niveau des joues, mais qu'il soit serrant pour avoir vraiment un bon maintien au niveau du visage, parce qu'on est sur du roue, donc c'est élément de sécurité, donc qui dit sécurité dit bon maintien. Alors, dans le casque, il y a aussi le poids. Le poids qui est très important. Dans la fatigue sur route, le poids du casque. Là, on est avec un modèle carbone. Oui. Alors, c'est une structure en carbone, donc on a un casque fibre avec un revêtement carbone sur l'extérieur, mais ce qui permet d'alléger à peu près 100 à 150 grammes selon le casque en fait. Mais 150 grammes sur la cervicale, ça se sent énormément. Notamment quand on roule vite sur circuit avec de la pression dessus. Et ce casque-là, malgré qu'il ait ce système qu'on retrouve sur les casques de route, il est homologué circuit. Il est homologué circuit. Oui, homologué circuit, c'est parce qu'il y a la double D et qu'on a quand même les lunettes. En fait, c'est un casque mixte. On va pouvoir faire de la route. Et si on veut aller se faire une petite journée circuit tranquillement avec, eh ben, il est conforme à la règle ou quoi que ce soit dessus. Avec, en plus, pour la route, un petit système de bavette. Bavette anti-remous, qu'on appelle ça, pour éviter que le vent revienne en dessous à l'intérieur et avoir les turbulences. Ça, c'est plus route que circuit. Mais voilà, plus route que circuit. On a un casque assez polyvalent, là, oui. Qui est le modèle. Donc le Spartan de chez Shark. Voilà. Donc là, on est avec du Shark. Je vois que tu as aussi du Scorpion. On a du Scorpion. Il y a du Shoei, du Arai, tout ça, c'est des très belles marques, du LS2, etc. Voilà. Il faut essayer parce que chaque fabricant a sa forme de calotte. Chaque fabricant a sa propre morphologie à l'intérieur. Donc c'est pour ça on peut aimer un casque et qui ne nous convient pas spécialement. Donc dans ce cas-là, on repart sur une autre marque pour avoir un bon maintien au niveau de la morphologie. On va parler un petit peu des boucles aussi, il y a différents types de boucles. Alors il y a les boucles micrométriques, comme là ici on présente sur ce casque. Donc ça c'est des boucles avec ouverture rapide en fait. Ici on tire dessus et on ouvre rapidement. Donc ça pour le réglage et pour resserrer au niveau du casque, c'est très pratique. C'est cranté et on avance comme on veut. Voilà. Et après ici, sur ce deuxième casque que vous pouvez présenter ici, on a une boucle double D. Donc boucle double D, c'est vraiment pour le système. En homologation pour faire du circuit, il demande une boucle double D. Donc, voilà. Donc ça, c'est casque vraiment pour avoir un bon serrage, un bon maintien. Et c'est un système incassable. Un système double D. D'accord. Plus fiable encore que l'autre? Plus fiable, oui, parce que c'est ce qui est demandé en tant que réglementation quand on fait de la piste ou du circuit, demande une double D. Tous les grands pilotes de MotoGP ou quoi que ce soit qui font du moto de Grand Prix, ils ont une double D, systématiquement. En termes d'aération,
Il faut faire attention à aération. Alors voilà, c'est pareil, non, au niveau des aérations, souvent sur les casques, vous en avez toujours 2 sur le dessus et une sur le devant. Donc là, on peut les retrouver là ici et là ici sur le devant. Vous avez toujours des systèmes de ventilation pour l'été. Après, ce qu'on retrouve beaucoup sur les casques aujourd'hui actuellement, ça va être beaucoup les systèmes avec les lunettes solaires que vous allez retrouver là ici. Donc on a là le système solaire, ça c'est quelque chose de devenu vraiment indispensable. Et après, les casques sont souvent équipés d'un système anti-buée. Anti-buée. Anti-buée, donc ça c'est génial. On n'a pas de buée, c'est-à-dire qu'on peut rouler l'été comme l'hiver. Et on n'a pas de buée à l'intérieur du casque. Et enfin, il faut identifier aussi sa pratique. Est-ce que c'est du circuit, avec un casque type selon l'usage, bien sûr. Plus routier, ou alors modulable pour des motos plus touring, voilà. Voilà. Ou carrément jet, mais alors là, on n'a plus de protection. Voilà, on n'a plus la protection complète et on roule un petit peu moins vite avec des jets, parce que le bruit, forcément, on s'entend plus, quoi. Bon, alors voilà, vous savez tout, ce qu'il faut pour acheter correctement son casque. Merci Jérôme. De rien. Alors, pour cette rubrique pilotage et roulage sur circuit, on est en présence de Marc Marquez qui est venu à Cambrai. Alors Marc, ça va? Il n'est pas très bavard. On va plutôt aller avec Ludo. Salut Ludo. Salut. Tu vas bien? Ça va, ça va. Ludo, alors, il est surnommé le président parce qu'il organise des journées de roulage sur circuit avec le team LH Racing. C'est bien ça? Tout à fait ça. LH Racing qui veut le dire Ludovic Canon Racing. Voilà, tout simplement. Ça fait combien de temps que tu as créé ta structure? Ça va faire 10 ans, un peu partout en France, depuis l'année dernière en Espagne. D'accord. On regarde tout de suite des images de caméras embarquées sur un S Miller au circuit de Castres. Alors, ce circuit, il mesure combien à peu près? De mémoire, un peu plus de 2 km. Voilà. Un peu plus de 2 km. C'est un circuit qui alterne petite portion lente, pas très large, et nouvelle portion depuis 3 ans maintenant, qui est beaucoup plus large et beaucoup plus rapide surtout. Tu as un tour en chrono, combien? Alors le record du circuit, une 10 quelque chose fait par un 600, un R6. Ouais, mais sinon, un bon pilote est en, je vais dire en 16, 15-16. Combien de journées de roulage tu organises? Cette année, j'en avais 33, j'en ai déjà rajouté de mémoire 2, ça doit faire 35. D'accord. Un peu partout, ouais. Et sur quel circuit? Alors donc tu m'as dit Castres, Folembray, tu tournes. Alors j'ai Folembray, j'en ai une dizaine à Folembray, j'en ai une dizaine à Castres. Ouais. J'en ai 2 à Croix-en-Ternois, j'en ai 3 au circuit du Mans que tout le monde connaît. Ouais. J'en ai 2 en Espagne. Tu es allé à Aragon déjà, hein. Je crois que tu as déjà emmené des roulages à Aragon. Oui, 2 années suite à Aragon. Valence également. Valence également, oui. Donc des petits circuits de proximité, mais aussi des très grands circuits. Des grands circuits GG. Où des belles motos comme ça peuvent s'exprimer. Ah oui, totalement. Parce que là, on est dans l'atelier Honda Bonduelle Motorsport. Et là, on est sur une moto exceptionnelle, puisque cette CBR de 2016 a roulé avec le team RAC 41, un très grand team en endurance. Elle a fait 16e, hein, c'est bien ça? 16e au bol en 2016. Ouais, 16e au bol en 2016. Elle a une particularité, elle a le numéro de châssis 0001. Voilà, Nicolas nous a expliqué qu'effectivement, cette moto, le team RAC 41 est en très bon rapport avec Honda, avait récupéré la première moto de série, la première CBR 1000. C'est la toute première qui est sortie c'est juste incroyable. Ouais. Alors, en parlant de passionnés, je t'interromps parce qu'on va parler de toutes les autres motos. Mais regardez, là, on ne triche pas, hein, la passion. Donc, LH Racing, mais alors, la KTM, de la Triumph, mais aussi de la MV, de la Kawa, de la YAM, de la Aprilia, il y a tout le monde. Indian, Norton, Bimota, je vois pas BM. Non, j'ai pas BM tout simplement parce que j'aime bien les BM, hein, mais ça me faisait trop penser au sigle de la voiture. Voilà, pas de voiture. Voilà, donc la moto là à Cambrai, ça roule, c'est dans les veines, mais alors sur la peau, dans la peau, hein, c'est tatoué. Et le tracé, c'est le tracé du circuit de Folembray. Et le circuit de Folembray qu'il a sur le bras, voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, tes stagiaires, ils doivent venir avec leur propre moto? Oui. Alors, 99% du temps, ils viennent avec leur moto. D'accord. J'ai des pilotes qui ont plusieurs motos, leur moto de route, leur moto de piste. Et depuis très peu, on propose avec Nico des motos en location. D'accord. Donc, super. On a une petite 125 CBR. Ouais, c'est bien pour débuter. C'est très bien. Pour des circuits comme Castres ou Croix, c'est très bien. Après, on a, alors pour les vrais passionnés, les anciens, on va dire, on a un VTR SP2. Bon, alors voilà, vous avez compris, si vous avez envie de rouler sur circuit de manière sécurisée, d'apprendre, de vous perfectionner, eh ben une adresse, LH Racing, on le trouve sur Internet. Hein. Oui, www.teamlhracing.com. Tout simplement. Merci Ludo. Merci bientôt. à toi. Merci. Ciao.
Pour notre rubrique Vie des motoclubs, on retrouve le VVMC avec Christophe. Salut Christophe. C'est Michael. Alors, tu es venu en force là, tu nous présentes un petit peu les membres du Voilà, club. on est venu avec quelques vermisseaux du groupe, Virginie, Yves, Kevin et Miguel. Et Voilà. Miguel. Alors, tu as dit le mot vermisseau. Est-ce que c'est un des V du VVMC? Voilà, le premier V correspond à vermisseau, le deuxième est devenu virtuel et ensuite c'est motoclub. Voilà. Mais à l'origine, le VVMC, ce n'était pas les vermisseaux virtuels, mais c'était les vermisseaux virils. Virils, parce que c'est un vieux club. Eh oui, c'est un club qui existe depuis environ 1980, peut-être même un petit peu avant, créé par mon copain Lionel de Courteil à l'époque. Voilà, maintenant, du coup, c'est une page Facebook et oui. vous vous retrouvez. Alors, vous n'avez pas une structure de motoclub à part Non, non. entière, c'est ça? Mais vous vous retrouvez sur un moyen, un réseau social, un lien social. Et du coup, qu'est-ce que vous faites avec ce club? Alors, nous faisons des soirées à thème le jeudi, on se réunit sous différents thèmes, hein, vraiment, on innove de ce côté-là. Et puis des sorties le week-end, on limite quand même en quantité. Et puis surtout, on apporte du monde sur des événements. Quand les autres groupes créent des choses, on est là, hein, on est là pour ça. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui de se retrouver ici chez Honda Bonduelle Motorsport. Il y a une vraie relation avec Nicolas. Tout à fait. Et depuis d'ailleurs les 24 heures du Mans que Nicolas a fait, on a créé des liens d'amitié complémentaires. Je suis même rendu sur place, hein, j'étais même dans les stands d'ailleurs quand il a fait sa course. Et donc on a créé des liens qu'on partage avec tous les autres vermisseaux parce que ce qu'il fait avec moi, il le fait avec tout le monde. Hein. Voilà. Il est très généreux. Ouais. Il est généreux, il y a du partage. La relation, elle dépasse le cadre de la relation concessionnaire-client. On est dans des relations d'amitié, des liens qui se nouent. Et dans les soirées, Nicolas vient aussi animer les soirées que vous faites dans les... Nicolas participe régulièrement, Tom également, et les autres frères d'ailleurs. Et régulièrement, il y a des expositions de motos dans le bar où on se rend le jeudi. Voilà, il y a toujours de l'animation, hein, c'est vraiment... Et puis Nicolas est toujours open, dès qu'il a l'occasion, il est là. Hein, voilà, ça se passe comme ça dans le Nord, c'est-à-dire qu'on dépasse le cadre du motoclub, du client, tout le monde devient ami, et on se retrouve autour d'une fricadelle frite. Tout à fait, ou un croque, ou... Voilà. Hein. Un truc local. C'est bientôt le fin de cette émission. Moi, j'ai mon chat, ouais. J'ai fini quoi, en fait, chez le phare de je filme. Ça y est, moi j'ai commencé à apprendre le ch'ti. Une bonne ambiance, hein, dans le Nord, on s'amuse. Mais je suis super content de je filme et j'étais très content de votre passage. Eh ben, merci à tous les gens. Merci Nicolas. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de rouler en moto. Kiffez bien ce truc. Trafi, la passion pro.